Alors bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, ou la meilleure nuit possible. Voilà, alors hier je devais présenter Catherine, je trouvais que c'était déjà un exercice étrange. Mais alors là maintenant je vais présenter Didier Debèze et Isabelle Stengers chez eux, dans leur maison. Donc je crois que vous connaissez aussi bien, voire mieux que moi, qui ils sont. Je voulais simplement d'abord remercier Isabelle d'être venue, d'avoir répondu à notre invitation, et puis dire que tous les deux ont évidemment très bien, non seulement bien connu Bruno, mais ont été très impliqués dans l'enquête tout au long de sa constitution. Voilà. Et donc ce sont peut-être parmi nous ceux qui ont finalement la plus grande expérience sur ce projet. Donc voilà, donc je crois qu'on est très heureux de vous écouter. J'espère que l'enquête va résister un peu quand même. Voilà. Ou que d'autres choses vont s'ouvrir. Voilà, donc merci. Merci. Alors, nous tenons à vivement remercier les organisateurs. On y tient parce qu'ils nous ont mis au travail plusieurs semaines. On se voyait régulièrement pour discuter de l'enquête et on va essayer de répondre à la demande qui nous a été faite, à savoir d'explorer et de voir si le rendu de l'enquête est correct par rapport à une dimension de l'expérience des modernes, s'il est correct, si ce rendu provisoire, comme on l'a dit hier, est à réformer et à quelles conditions. Et donc, en fait, la question qu'on va poser, c'est celle du statut des vivants dans l'enquête. Quelle place l'enquête donne-t-elle aux vivants? En quoi cette question des vivants relève-t-elle d'une anthropologie des modernes, puisque c'est ça l'objet du livre, et quelles sont les éventuelles limites de l'enquête? Alors, limite doit être entendu ici des éléments qui devraient être redéployés autrement, réformés, transformés, et que toute critique adressée à l'enquête implique des propositions de réécriture ou de transformation. On va traiter cette question des vivants dans l'enquête à partir de deux axes, et chacun de nous en prendra en charge un. Premier axe, c'est la caractérisation du vivant chez les modernes et dans la version de l'enquête. Comment les modernes ont-ils caractérisé les vivants et quel serait le mode d'existence à proposer du vivant à partir de l'enquête. Et puis le deuxième, c'est moi qui prendrai plus en charge ce premier axe, et puis le deuxième axe, c'est la question des rapports, principalement de la référence et des pratiques de laboratoire sur la question des vivants, donc les modes de relation aux vivants. Donc deux axes, le statut du vivant, les caractérisations du vivant en tant que tel, et deuxième axe, les rapports au vivant. Je crois que si on réussit à faire ça, on a tout fait en fait. Voilà. Mais c'est un tout, comme nous l'a montré John Tresh hier, c'est un tout avec d'innombrables multiples ouverts. Voilà, alors l'instauration des vivants dans l'enquête. Interroger la question des vivants dans l'enquête, c'est poser la question de REP, parce que c'est là que, des êtres de la reproduction, c'est là que Bruno pose la question du statut des vivants. C'est très bref, les occurrences du vivant sont très brèves, il y en a à d'autres endroits, mais en fait, la question qui interroge qu'est-ce qui fait le vivant, qu'est-ce que le vivant, de quoi a-t-il été amputé, qu'est-ce qui exprime une vision tronquée du vivant, c'est posé à partir de REP. Ce qui ne veut pas dire que REP se limite évidemment à la question du vivant, mais le vivant, si on l'interroge, on doit interroger REP. REP, ce sont donc les êtres de la reproduction et Latour dans l'enquête met toujours un tiret entre reproduction, donc la reprise, la production à nouveau, la reprise de soi. Quand il instaure les êtres de la reproduction, Latour distingue à l'intérieur de ces êtres, bien qu'ils appartiennent à ce même ensemble, les lignes de force et les lignées.
je le cite, on peut les reconnaître d'abord sous deux formes, celle des lignes de force et celle des lignées, deux manières distinctes de définir l'hiatus minuscule ou immense qui sépare les antécédents et leurs conséquents. Les êtres de la reproduction, ce sont donc des êtres qui s'expriment, dont le régime de félicité est lié au passage, à la réussite du passage des antécédents aux conséquents, ce que Latour appelle dans l'enquête une persistance. C'est ceux qui passent l'épreuve de la persistance. Et tout ce qui persiste relève d'une certaine manière de REP. L'idée lui était venue en partie de Whitehead, et plus exactement d'un Whitehead déjà hacké, transformé, modifié par Isabelle. C'est-à-dire l'idée de Whitehead selon laquelle toute subsistance, toute persistance dans l'existence est en fait l'épreuve continue d'une reprise, d'une série de reprises qui constituent une persistance. Je vous cite Whitehead. Castle Rock à Édimbourg existe d'instant en instant et de siècle en siècle par la décision inscrite à même le trajet historique qui est le sien et qu'ont suscité les occasions antécédentes. Latour avait été très impressionné par cette idée qu'un rocher comme Castle Rock existe par la décision inscrite à même son propre trajet historique, comme une épreuve constante de sa reprise, même un rocher. En dessous de la continuité apparente des êtres, on trouve des séries, des risques, des persistances précaires, des reprises contingentes. Les lignées représentent les êtres vivants, caractérisent les êtres vivants, et les lignes de force représentent les êtres physiques. Le point commun et la raison pour laquelle, et on voudrait interroger la raison pour laquelle Bruno Latour a mis les êtres physiques et les êtres vivants dans un genre général qui est la reproduction. Pourquoi avait-il besoin de le faire? Qu'est-ce qu'il y cherchait? Qu'est-ce qu'il trouvait là? Eh bien, c'est certainement parce qu'il voulait mettre en évidence l'extrême fragilité, il voulait dramatiser au plus haut point les risques de l'existence, les fragilités des êtres, les contingences de leur naissance, et pour les vivants, de leur transmission. Latour reconnaissait qu'avec les vivants, la question est encore plus dramatique qu'avec les êtres physiques. Parce que pour les êtres physiques, l'épreuve, le régime de félicité, c'est de persister dans l'existence, persister à chaque moment de la reprise. Mais pour les êtres vivants, non seulement cette persistance est déjà beaucoup plus intense, beaucoup plus risquée, mais se rajoute encore la nécessité, la possibilité de se transmettre à des successeurs, de transmettre à une nouvelle génération, de se transmettre à d'autres, à la génération suivante. Alors, il n'y a, selon nous, rien à remettre en question là, en tout cas dans cet intérêt pour une sensibilité à la fragilité de ces êtres. La question que nous voudrions poser, c'est est-ce que, en associant les êtres physiques et les êtres vivants sur la modalité de REP et de la reproduction, est-ce que Latour remplit véritablement la mission qu'il s'était donnée? Est-ce qu'il réussit à résister à la mutilation de la question des vivants chez les modernes en la posant à partir de REP? Est-ce qu'en quelque sorte, le rendu et la proposition d'une autre manière d'envisager le vivant est réussie? Eh bien, nous émettrons 4 critiques au statut de REP dans l'enquête. Et je vais aller assez vite, parce qu'on a décidé d'avoir chacun 20 minutes, donc on fait un timing très serré, et puis on fera la conclusion ensemble. 4 critiques sur le statut de REP et la manière par laquelle ce statut ne va pas permettre justement à Latour de poser véritablement un mode d'existence du vivant. Première critique. Il ne faudrait jamais
rassembler dans un même mode d'être des lignées, les vivants, et les lignes de force, les physiques. Le refus d'un fossé strict entre les deux était louable pour ce que faisait Latour, puisqu'il s'agissait de montrer la précarité de toute forme d'existence, mais en ne distinguant pas assez les lignes de force et les lignées, Latour introduisait de nouveaux énormes problèmes qui ne permettaient pas de donner au vivant toute sa place. Ce n'était pas assez Bruno Latour ne donnait pas assez d'espace, ne donnait pas assez de valeur au fait que ce qui a défini tout un champ de la pensée moderne, c'est justement la réduction du vivant au physique. Et qu'il réintroduisait au niveau même de Repp, croyant pourtant les soustraire des êtres de la référence, il réintroduisait une diminution des êtres vivants vers le modèle du physique. La différence de fragilité, de précarité, de sensibilité au milieu n'est absolument pas la même, évidemment, entre des êtres physiques et des êtres vivants. La question de la persistance n'a absolument rien à voir entre un être physique et un être vivant. Je reprends ici une idée de Whitehead. Une modification dans un milieu, pour un corps, qu'il soit physique ou vivant, va susciter deux réponses absolument différentes dans le type de réaction, soit l'indifférence au milieu, et cette indifférence définira les êtres physiques, soit au contraire l'inquiétude, la recherche, la sensibilité aux signes du milieu, et cela définira un vivant. Le simple fait de lier les lignées et les lignes de force desservait directement les êtres physiques. Aussi parce que Bruno ne pouvait pas ignorer le pouvoir qui avait été conféré dans les sciences modernes aux êtres physiques, pouvoir qui leur donnait une puissance bien supérieure aux êtres vivants, qui se retrouvaient par leur simple voisinage aux êtres physiques absolument fragilisés et diminués. Il réintroduisait, en voulant refuser l'amalgame Repp, l'amalgame de la référence et de la reproduction, il introduisait un nouvel amalgame à l'intérieur même de Repp, et je pense qu'il faudrait poursuivre cette désamalgation à l'intérieur de Repp entre les lignées et les lignes de force. Deuxième critique, je viens de l'énoncer, c'est qu'il faudrait désamalgamer jusqu'à l'intérieur même des modes d'existence. Les amalgames ne concernent pas simplement les connexions entre les modes d'existence, mais en tout cas dans le cas de Repp, à l'intérieur même de Repp, il y a un amalgame. L'amalgame qui consiste à confondre les exigences du vivant et les exigences des réalités physiques. Un de ces amalgames a produit, où se retrouve, on en reparlera, la notion de gène comme ce qui se transmet d'une génération à une autre de manière à l'identique et qui fait des corps vivants de simples expressions de ces gènes. La notion d'amalgame était évidemment absolument centrale pour Repp, parce que Latour essayait, et peut-être a-t-il été piégé dans le désir de résister à cette question-là, il interrogeait l'amalgame entre la référence scientifique, Repp, et les êtres de la reproduction. Le fait qu'on ait cru, que les modernes aient cru, qu'entre le mode de félicité de la référence scientifique et le mode de félicité des êtres réels, vivants, physiques, il y avait une correspondance alors qu'elle ne se jouait que dans des points de correspondance. Bruno Latour voulait désamalgamer ce rapport-là pour redonner à la référence scientifique toute son amplitude, toutes ses contingences, toutes ses circulations, toutes ses inventivités, et pour laisser aux êtres de la reproduction, à eux aussi, tout leur mode d'existence, toute leur contingence, tout leur déploiement.
L'amalgame REP-REF produisait une monstruosité pour Latour, la monstruosité de la matière, du monde réel, de la substance, de cette idée qui va traverser les modernes, selon laquelle il y aurait un monde avec ses lois, avec ses règles, un monde réel, dont le vivant ne serait qu'une expression secondaire ou dont il ne serait qu'une réalité superficielle. Nous rejoignons évidemment la critique de l'amalgame REP-REF, mais Latour, en ne désamalgamant pas à l'intérieur de REP, réintroduit le privilège des êtres physiques qui eux-mêmes correspondaient si bien à la référence scientifique. Ce qu'il n'a pas vu, ou qu'il n'a pas voulu explorer, c'est le fait que les êtres physiques et la référence étaient dans une connivence directe réelle, une relation presque naturelle qui ne pouvait absolument pas concerner justement les êtres vivants. Et que donc la désamalgation devait se jouer aussi au niveau des êtres vivants et des êtres réels. Troisième critique, la logique de la reproduction ne concerne qu'un aspect particulier du vivant. Quand Latour parle des êtres de la reproduction et quand il parle de la subsistance, il parle du minimum de la transformation. Ce qui fait REP, c'est le minimum de la transformation. Pour un être persister, c'est persister par-delà d'infimes altérations. C'est maintenir son identité par-delà d'infimes altérations. Quand Bruno parlera au contraire des êtres de la métamorphose, il dira exactement l'inverse, c'est le maximum de l'altération. C'est ce minimum de l'altération pour les êtres de la reproduction, ça fonctionne avec les êtres physiques, mais est-ce qu'un vivant se définit par le minimum de son altération? Ne définissons-nous pas au contraire le vivant par le maximum? Si on devait garder la logique du minimum et du maximum, le maximum de l'altération. Un vivant qui perçoit autrement son milieu. Dans un apprentissage, un enfant qui en une fois comprend autrement les conditions d'un problème, n'est pas dans le minimum de l'altération, mais dans le changement de régime. Il est dans un changement de manière de problématiser, changement des attentions, changement des rapports au milieu, changement de l'ordre des problématisations. Ainsi, je prends la phrase de Latour, il ne s'agirait plus de monnayer la continuité dans l'être par le minimum de transformation, la persistance, mais si l'on peut dire par le maximum de transformation, la métamorphose. La métamorphose semble beaucoup mieux décrire les êtres vivants de la reproduction, alors que, effectivement, on pourrait dire que le minimum de la transformation, c'est-à-dire la reproduction, semble mieux convenir aux êtres physiques. Quatrième critique, les lignées, pour être pensables, c'est-à-dire les vivants, impliquent nécessairement comme composant même de leur existence la notion de milieu, ce qui n'est pas absolument requis pour la question des êtres physiques. Très belle citation de Whitehead, où Whitehead dit « La différence entre des êtres physiques et des êtres vivants, c'est que les êtres physiques se définissent par une extrême grossièreté dans leur rapport au monde. Ils ne sont pas perturbés par les changements du milieu. Ils s'imposent indépendamment de leur milieu. Alors que le vivant se définit par son inquiétude, par les intérêts, par la recherche de ses intérêts. » Alors, étrangement, et c'est d'autant plus étrange que Latour avait pu y être sensible, la notion de milieu n'apparaît jamais dans l'enquête. Il y a 4 occurrences, c'est facile hein, maintenant qu'on a les éléments PDF, 4 occurrences, et aucune ne concerne, ou peut-être une, si on veut vraiment pousser la chose, ne concerne un rapport d'un être à quelque chose qui l'entoure. Qu'on l'appelle milieu, qu'on l'appelle environnement, qu'on l'appelle ce qu'on veut. Pour décrire les êtres de la reproduction, il n'y a pas de milieu dans l'enquête. Juste une petite remarque sur les exigences darwinistes des rapports au milieu. Mais très bref,
Et ça n'entre en tout cas pas dans la caractérisation des êtres de la reproduction. Mais qu'entend penser le vivant sans le milieu? Nous mobilisons, et je vais laisser tout de suite la parole à Isabelle, nous mobilisons notamment la notion d'inquiétude pour définir le vivant. L'inquiétude, c'est la manière par laquelle un vivant se réfère, est toujours en tension avec des éléments de son milieu et se définit par son milieu. Il n'y a pas de persistance, il n'y a pas de métamorphose, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de réussite sans ce lien au milieu. Je vous cite juste une petite phrase de Leibniz, parce qu'elle porte sur l'inquiétude. Nous devons partir de toutes les petites inclinations qui plient notre âme en tous sens, à chaque instant, sous l'action de 1000 petits ressorts. C'est ça la définition du vivant. 1000 petites inclinations, 1000 petites transformations, à chaque instant, sous l'action de 1000 petits ressorts. 2 points, inquiétude. Voilà. Bravo. J'ai été frappée, et c'est quelque chose que Didier a déjà dit évidemment, par l'importance, par le fait que REP est introduit pour résister à son absorption par la référence. Non, le problème des chaînes de référence doit être bien distingué de la subsistance de REP. Et c'est ce que Bruno appelle correspondance. C'est seulement en cas de réussite que la chaîne de référence, la preuve, comment dirais-je, permet de parler de quelque chose qui subsiste. Mais double permanence au fond. Et de la même manière, que Didier l'a fait, je vais m'attacher justement au fait que c'est peut-être cette nécessité d'employer REP pour remettre REF à sa place, pour éviter la matière connaissable en tant que ce qui existe vraiment. C'est donc pour résister à l'amalgame REP et REF que Bruno a jugé utile de mettre les êtres de la physique et les êtres les vivants, y compris les langues, les idées, etc., tout ce qui est produit par les vivants, dans la même catégorie. Et je reprendrai au point où Didier a souligné l'absence de milieu qui pourtant est nécessaire pour penser le vivant, alors que, effectivement, les êtres de la physique ne sont pas dans un véritable milieu au sens où ce milieu demande des organes de perception, des manières de faire attention, d'apprendre, de devenir sensible, etc. C'est-à-dire toute cette inquiétude. L'atome n'est pas inquiet. L'atome peut péter, mais il n'est pas inquiet. Et pourtant, je dirais, dans REF, dans la référence, le milieu qui n'est pas nommé compte aussi. Mais cette fois-ci, il désigne non pas un milieu naturel, les prés, les forêts, etc., mais ce milieu très particulier, outillé, qu'on appelle le laboratoire. Et ce que nous avons choisi d'appeler l'inquiétude du milieu désigne alors les enjeux qui définissent ce milieu. C'est l'inquiétude de ceux que Bruno appelle les travailleurs de la preuve lorsqu'ils tentent de mettre en place les chaînes de la référence qui doivent tenir. Cette mise en place est toujours périlleuse, elle peut toujours rater, ça il le dit bien. Mais l'inquiétude associée au milieu sera en l'occurrence différente selon ce qui est mis en place, selon que ce qui est mis en place concerne soit les lignes de force, soit les vivants en général et les humains en particulier. Et c'est à partir de ce contraste entre les risques associés à la mise en place de la référence
selon qu'il s'agit des êtres physiques ou des vivants, que je vais travailler sur cette nécessité de retravailler REP contre ce clivage entre être physique et être vivant. Je l'ai dit donc, mettre en place une chaîne de référence est par définition périlleux et peut rater. Mais lorsqu'il est question des lignes de force, dans la mesure où la chaîne a résisté aux épreuves et où la situation est stabilisée, cette chaîne n'est plus matière à inquiétude, que du contraire, elle est devenue matière à preuve. Et typiquement, alors, la réussite est reprise sous forme d'instruments fiables, dans technique par exemple, ce qui ne sera jamais le cas avec les vivants. Les vivants ne se laissent pas stabiliser de cette manière-là. Et très curieusement, le laboratoire que Bruno va choisir de caractériser pour bien montrer le travail de mise en place des chaînes de référence, c'est un laboratoire qui s'occupe des vivants, c'est-à-dire le laboratoire des levuristes de bière qui travaillent à Bordeaux. Et je le cite, « Les levures de bière n'étaient aucunement préparées à devenir le matériel expérimental par lequel les levuristes de Bordeaux les ont rendus capables de se faire reconnaître par eux. Jamais elles ne s'étaient figées dans leur chemin d'existence par l'effet d'une congélation réglée et calibrée grâce à un vaste réfrigérateur dont l'ouverture et la fermeture organisent la vie de tout le laboratoire. Or, après quelques années, malgré tous les problèmes que risque de poser l'artificialité de leurs nouvelles conditions, les levures deviennent bel et bien aptes à participer au trajet de la référence. » Donc ici, réussite. Bruno insiste sur la réussite, même pour des vivants, mais sur la condition de la réussite, c'est-à-dire ralentir, les figer, les empêcher de se transformer, bloquer leur sensibilité au milieu. Et il y a donc bel et bien une réussite, les levuristes prouvent et publient, mais cette réussite demande que l'ensemble du labo a été organisé en permanence autour de ce congélateur qui ne s'ouvre que le temps de prélever l'échantillon qui sera étudié. Et là, on peut dire l'inquiétude habite le laboratoire et ne s'arrêtera jamais. Parce que à chaque moment de l'expérimentation, ce point, est-ce que le protocole a été suivi, est-ce que la levure a été bel et bien figée dans son chemin d'existence, ou est-ce qu'elle a eu le temps de devenir sensible à son milieu et donc autre qu'elle-même, est posée. Donc le laboratoire est un milieu inquiet parce que les levures, comme vivants, profitent du moindre relâchement du contrôle pour se transformer, pour échapper à la chaîne de référence. Il n'y a pas de stabilité et de rassurance dans la réussite. Les levures sont sensibles au sens où la manière dont elles répondent à une variation du milieu leur appartient. Elle peut être constatée, mais ne peut pas être soumise à la référence. Seule peut être soumise à la référence la levure qu'on a empêchée de se transformer. Et ma thèse est donc qu'il est possible de mettre en question le mode REP à partir de la diversité de ces inquiétudes attachées aux conditions de facilité propres au mode REP et aux différents laboratoires. La levure était juste un exemple. Les laboratoires peuvent se ressembler, mais celles et ceux qui y travaillent sont rendus inquiets par la sensibilité aux circonstances de ce qu'ils tentent de rendre connaissable. Il suffit, pour parler de comportementalisme, cette fois-ci, Skinner et compagnie, il suffit d'évoquer les innombrables articles renvoyés aux poubelles de l'histoire des sciences lorsqu'on a dû reconnaître que les preuves que ces articles avançaient étaient ratées. Les réponses du pigeon, par exemple, du rat, de l'humain ne prouvaient rien car elles traduisaient la sensibilité du répondant à
à des éléments non pris en compte. Et il suffit aussi de rappeler le taux rapide d'obsolescence des résultats qui changent lorsque les cobayes, humains ou non, ont compris ce qu'on leur voulait. Et la manière dont les expérimentateurs doivent cacher à leurs cobayes le but de l'expérimentation. Sinon, pas de preuve. Donc, on pourrait dire que les conditions de félicité de REF, soi-même, servent de révélateurs à la diversité des types d'inquiétudes qui caractérisent les milieux, cette fois expérimentaux, quant à la validité de la preuve. Et l'inquiétude devient même, et là je me réfère à Charras, une véritable hantise dans nos milieux peuplés de ce qu'on appelle des charlatans. Par exemple, ces magnétiseurs qui croient que l'énergie guérit. Ceux qui, de manière plus générale, prétendent que l'efficacité curative de leur remède est prouvée, mais sont accusés de profiter de la confiance et du désir de guérir les malades. Les milieux médicaux sont littéralement hantés par l'inquiétude de l'existence et de l'efficacité des charlatans. Le drame, c'est que toutes les guérisons ne se valent pas. On peut guérir pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire grâce à un charlatan, et qui parlera de ça comme preuve. Il reste combien de temps? 13 minutes. Quoi? 10 bonnes minutes. Oh bon. Donc voilà, REP nous met à la croisée des chemins, d'une part, avec les lignes de force, ce mode inclut, comme Didier l'a souligné, ce qui a été privilégié par les modernes, l'indifférence au milieu que demande la preuve. D'autre part, il inclut les vivants qui posent de toute autre question parce qu'ils ne persistent pas dans un milieu indifférent, mais avec d'autres, grâce à d'autres et au risque des autres, dans des rapports d'interdépendance toujours enchevêtrés, qui est le milieu au sens propre, et pas le milieu outillé habité par les travailleurs de la preuve. Cependant, je remarquerai en passant, parce que ça peut être important, surtout quand on viendra où atterrir, que tout ça ne doit pas nous faire oublier la foule des savoirs mineurs. C'est par exemple celle du jardinier, du dresseur, de tous ceux qu'on appelle de l'éducateur, du soignant, charlatan ou pas, de tous ceux qu'on appelle les gens de métier qui apprennent ce que demande leur pratique, sans pouvoir prétendre que leur réussite fait preuve ou autorise une définition objective. Je crois que dans les modes d'existence, les savoirs mineurs, parce qu'ils n'ont pas empoisonné, parce qu'ils ont été méprisés par les modernes, mais qu'ils ne les ont pas empoisonnés par des amalgames trompeurs. Donc, je crois que ces savoirs mineurs sont probablement ce qui n'a pas intéressé Latour, parce que ce n'est ni de la référence, ni de la lignée, de la transmission, etc. Et j'ai l'impression qu'il devrait y avoir une reprise et que c'est très probablement, on y viendra dans la conclusion, dans Où atterrir, que cette reprise a lieu. Donc, ce qui caractérise les savoirs mineurs, c'est que, effectivement, les praticiens, comment dirais-je, les pratiques mineures sont exigeantes, réussissent ou ratent, mais la preuve n'est pas le signe de la réussite. La preuve qui hante les modernes ne hante pas les praticiens des savoirs mineurs. On peut dire qu'ils sont à l'aise dans l'indétermination de la question qui est responsable. On pourrait évoquer ici l'indétermination au sens de William James. Est-ce que je suis ému parce que le milieu, le spectacle, la situation est émouvante, ou bien est-ce que la situation, je la vis comme émouvante parce que j'étais ému? Donc, qui est responsable? Et cette indétermination n'a pas à être tranchée. Un prof qui a réussi à mettre des étincelles dans les yeux d'un élève qui a compris
n'a pas à se demander s'il a vraiment compris objectivement ou s'il a compris grâce au talent pédagogique et au charisme qui serait le sien. Il n'a pas à se demander ça. S'il se demandait ça, c'est la catastrophe pédagogique assurée. Il devient une espèce. Donc ici, nous trouvons avec ces savoirs mineurs, non pas le laboratoire comme le lieu est-ce vraiment ceci qui est responsable ou pas, mais nous trouvons ce qui est à penser comme indétermination que l'on pourrait, et probablement que je me rapproche des situations qui ont intéressé Charras hier, une indétermination qui peut nous faire penser et nous introduire à cette catégorie mét. C'est dans les savoirs mineurs que métamorphose devient important et intéressant, me semble-t-il. Donc, et très curieusement, c'est aussi dans Métamorphose que Bruno dit, eh bien, la question pour un praticien des métamorphoses n'est pas qui est responsable, n'est pas la vérité du changement qui est suscité. Non, la question est, est-ce un bon praticien, est-ce un bon neurologue, un bon sorcier, un bon charlatan, ou un mauvais sorcier, un mauvais charlatan, etc. Bon ou mauvais devient la pierre d'achoppement et non pas vrai ou illusoire. Et ça, c'est tout à fait important parce que, justement, c'est là que nous quittons le rapport REP-REF pour un rapport tout à fait différent, qui est tout à fait à l'aise avec l'ambiguïté, avec un milieu qui ne se laisse pas juger en termes de véridique au sens REF, qui ne se laisse pas réduire à un laboratoire. Donc, et c'est là aussi que Bruno introduit cette notion d'invisible, parce que le laboratoire sera dans l'incapacité de trancher entre, d'éclairer cette différence entre bon et mauvais, et de la ramener à véridique ou illusoire. Et là où le laboratoire faisait régner REP, ces savoirs mineurs, comment dirais-je, n'ont pas d'instruments qui permettent de trancher, mais éventuellement ce qu'on pourrait appeler des dispositifs, ceux qui permettent de capter ce que Latour nomme les invisibles. Et cela pour le meilleur et pour le pire, pour ensorceler ou désorceler, pour guérir ou pour empoisonner. Le bon praticien est celui qui sait procéder par des artifices adéquats, qui sait diagnostiquer, commercer, négocier sur le mode qui éventuellement apaisera un invisible, peut-être offensé ou attirera sa bienveillance. Donc, c'est quelque chose où l'inquiétude du milieu devient une inquiétude de type bonne relation ou mauvaise relation avec le milieu peuplé d'invisibles. L'une des phrases que j'ai repris, que j'aime chez David Abraham, qui est écrit sur l'écologie des sens et l'écologie des savoirs, c'est que pour beaucoup de peuples non modernes, ce qui a du sens, c'est de dire la forêt écoute. Et il ne faut pas l'offenser. La forêt peut être offensée par ce qu'on dit d'elle. Et je dirais que, justement, là, nous avons quelque chose qui manque dans mode d'existence, c'est échapper à l'alternative, c'est vrai, elle écoute vraiment, et accepter qu'il peut être pertinent
de se laisser pénétrer par l'expérience que le monde, le milieu, n'est pas indifférent, qu'il est peuplé lui-même d'êtres sensibles qui peuvent importer, compter, que nous pouvons faire importer, faire compter, à nos risques et périls. Que la forêt écoute est alors une expérience transformatrice. Transformatrice, peut-être pas métamorphique, mais transformatrice. Peut-être que transformation est un terme moins dramatique que métamorphose, mais dans la gamme, et c'est ce qui sera le cas. On va y venir tout de suite. J'arrête dans 3 minutes. Donc, dans la gamme des métamorphoses et transformations. Et transformation ne veut pas dire, effectivement, comment dirais-je, oui, transformation va avec la levure, comme il va avec mon expérience, si je prends au sérieux que la forêt écoute, peut écouter. Bon, eh bien, Latour soulignait effectivement que chez les non-modernes, métamorphose peut avoir une version non seulement de soins, de guérison, d'empoisonnement, mais aussi une vision cosmologique. Et il liait, au fond, cette vision cosmologique avec un éventuel croisement qu'il n'a pas réalisé entre métamorphose et reproduction. C'est donc ce croisement-là sur lequel nous restons, et ce croisement impliquerait effectivement, évidemment, que la reproduction soit centrée sur les vivants et leur transformation et leur sensibilité, et pas sur les êtres physiques. Parce que parler de la sensibilité d'un être physique, c'est une erreur de catégorie, en tout cas, c'est une... si on veut le faire, il faut payer, et le prix est dangereux. Donc voilà, et il disait, le fait que les modernes n'ont pas pu travailler sur ce croisement entre reproduction et métamorphose est peut-être ce qui les a rendus si effrayants pour les coloniser. Et effectivement, cet effroi des colonisés, il me semble que c'est aussi l'effroi que l'Anthropocène, comme véritable cauchemar écologique, peut nous inspirer. Je n'ai pas employé le mot écologique parce que j'ai un peu fait sauter, mais il est évident que le milieu des vivants est un milieu écologique, un milieu enchevêtré, un milieu d'interdépendance et où la sensibilité prime et non pas la variation en fonction de, c'est-à-dire ce que réalisent les instruments de laboratoire. Et maintenant, on a décidé, je crois qu'on a 4 minutes chacun, de dire que, et je laisse tout de suite la parole à Bruno, qu'une partie des réponses est... Quoi à Didier, qu'une partie des réponses qui nous manquent dans Métamorphose, dans les modes d'existence, est bel et bien dans Où atterrir. Oui, c'est ça. Donc, tu dis 4 minutes chacun. Hein. Tu as fait le calcul très rapidement. C'est magnifique. Oui. Voilà. Oui. Donc on est occupé à écrire ce texte. Donc, c'est un texte sur lequel on est occupé à travailler. Je crois que ce qui ressort de ces discussions, de ces éléments, c'est que on a vraiment pris inquiétude des milieux, qui est une formule qui nous est apparue comme ça au fil d'une discussion, puis on s'est dit, mais finalement, c'est exactement ça en fait, parce qu'il faut garder dans la formule son indistinction. C'est l'inquiétude du vivant pour son milieu, et c'est le milieu inquiet, comme dans les levures de bière, c'est-à-dire le milieu qui est inquiet de ce que ça puisse fuir, que ça puisse échapper, etc. Et donc l'inquiétude des milieux, c'est absolument central pour penser le vivant et les pratiques qui peuvent s'y référer. C'est-à-dire le vivant comme puissance d'inquiétude, comme attention inquiète en permanence, ce rapport d'un milieu intéressé, et des pratiques qui prennent en compte et qui elles-mêmes mettent
celui qui est en lien avec ces vivants dans un rapport d'inquiétude. Alors, tu le disais sur la fin de la partie que tu développais, en fait, Bruno, dans les passages de Maître, parle un moment, et c'est une très belle citation, il dit, voilà, ces êtres de la métamorphose, et ont laissé quand même les modernes dans une certaine perplexité, ou plus exactement dans une incapacité, dans une impuissance. Et ce sont peut-être les autres qui ont pu donner à ces êtres de la métamorphose, en faire une étoffe cosmologique, en fait. Et la question qu'on s'est posée, et que tu as résumée sur le fait que finalement toute notre entreprise, c'est de poser la relation maître et rep. Parce que là, on a peut-être quelque chose de très différent. Il ne s'agit pas de faire la cosmologie des métamorphoses telles que les autres l'ont fait, mais d'interroger la métamorphose dans un point de vue cosmologique, c'est-à-dire d'un point de vue de composition des vivants, de composition des êtres, et ça change absolument tout, parce que ça change la manière de poser les êtres vivants, et ça change les types de pratiques des êtres, dans les rapports aux êtres vivants, notamment les sciences mineures. Et il y a, on s'est un peu attaché à quelques critiques là sur l'enquête, et en même temps il y a chez Bruno des éléments qui pourraient être plus déployés, plus cultivés, plus amplifiés, qu'on trouve à la fois finalement dans le manifeste compositionniste dont il était question hier, et dans Où atterrir. Alors je vais juste citer des éléments de Où atterrir, deux phrases, qui disent à peu près ça en fait. Les terrestres, en effet, ont le très délicat problème de découvrir de combien d'autres êtres ils ont besoin pour subsister. C'est en dressant cette liste qu'ils dessinent leur terrain de vie, expression qui permettrait de déplacer le mot territoire, trop souvent ramené au simple quadrillage administratif de l'État. Si la composition de l'air que nous respirons dépend des vivants, l'air n'est plus l'environnement dans lequel les vivants se situent et où ils évolueraient, mais en partie le résultat de leur action. Autrement dit, il n'y a pas d'un côté des organismes et de l'autre un environnement, mais une superposition d'agencements mutuels. Si vous prenez pour étalon de tout mouvement le modèle de la chute des corps, qui était quand même très présent dans l'enquête comme modèle des sciences, de la preuve, tous les autres mouvements, agitation, transformation, initiative, combinaison, métamorphose, enchevêtrement, superposition, vont paraître bizarres. Et c'est ce bizarre que nous devons finalement écrire. Maître. Voilà. Oh, merci. Bruno tenait absolument, effectivement, à ne pas exotiser, et c'est pour ça que dans Où atterrir, dans cette deuxième tiers de Où atterrir, il parle toujours de savoir positif. Et quand il parle de science, pour moi, ça a été tout à fait étonnant quand j'ai lu la première fois. Il distingue deux types de sciences. Les sciences de la nature univers, qui ne sont possibles que par le seul truchement des instruments, des modèles et des calculs, et connaissent de l'extérieur leur objet. Eh bien, c'est là, comment ne pas reconnaître un portrait, mais là, critique, de Reff. Donc, et ce sont les sciences, et ce sont des sciences dont il dit le public peut apprendre, peut s'y intéresser, mais on ne peut pas lui demander d'être d'accord ou pas. C'est l'affaire des travailleurs de la preuve, point. Par contre, la science de la nature, au sens de processus, au sens de la physique grecque, qui signifie provenance, engendrement, genèse, cours des choses, etc., celle-là saisit, et je cite, c'est celle qui saisit, qui aurait pu saisir, qui aurait dû continuer à saisir de l'intérieur tous les phénomènes de genèse. Et quand il la caractérise au fond, on pourrait dire qu'on est très proche des sciences mineures, parce qu'aucune
n'a de portée générale. Chaque lieu est un lieu qui mérite, chaque lieu de ce qu'on appelle la zone critique, parce que sortir ces sciences-là sont les sciences de ce que Bruno a appelé zone critique, c'est-à-dire la zone habitée et rendue habitable par les vivants, la science où l'oxygène n'est plus un simple oxydant, mais une ressource énergétique pour les vivants. Bon, eh bien, cette science-là demande, dit-il, d'autres chercheurs, d'autres laboratoires, une autre aventure et une autre libido siendi, et d'autres rapports aux gens. Pourquoi ? Parce que le savoir positif, là, aussi réussi soit-il, n'est pas capable de réfuter d'autres pratiques, celles des paysans, celles de tout ça. Et il écrit « La zone critique n'est pas une salle de classe. Contrairement aux sciences de l'univers, ces sciences-là n'ont pas de vocation pédagogique. Elles posent plutôt, et ça c'est quelque chose qui m'a frappé, page 106, la question « Comment engendrer des terrestres ?» qui est une question qui se pose aux scientifiques aujourd'hui. Comment engendrer des scientifiques capables de ne pas être pédagogues quand ils rencontrent des gens qui ont d'autres types de savoirs sur le même type de problème. Donc là, je crois que Bruno était en train d'esquisser une réécriture de mode d'existence, mais qu'il n'a pas eu le temps, et je crois que ça le fatiguait d'avance, parce que c'est l'ensemble de la classification qui devait être revu. On remercie, on dit merci. Alors, qui veut interagir avec Didier et Isabelle? C'est exposé à deux voix. Dépêchez-vous parce que Philippe va poser une question. Il ne peut pas, il doit intervenir juste après. Non, il ne veut pas qu'on lui bouffe son temps. Je voudrais poser une question. Oui. Oui, je me suis souvent posé la question de cette découverte tardive chez Bruno de Fred, qui raconte lui-même dans un article autobiographique, il explique sur le bord d'une piscine qu'il voit sur Isabelle, il dit enfin ces pierres, Isabelle, elles existent en tant que telles, elles se maintiennent devant un Bruno qui découvre à ce moment-là qu'effectivement, dit-il, ces pierres, elles existent. Plus fort, plus fort. Ces pierres existent en tant que telles. Donc, tu parlais de la découverte tardive par Bruno du mode d'existence REP. Et la question que je me suis souvent posée, c'est est-ce que sans REP, il aurait pu écrire, sans cette découverte-là, est-ce qu'il aurait pu écrire une enquête sur les modes d'existence? Et qu'est-ce qu'aurait été une enquête sur les modes d'existence sans REP? Je me suis souvent posé cette question. Est-ce qu'on aurait... Quel type de texte ça aurait été à ce moment-là? On a un exemple. Nous n'avons jamais été modernes est écrit avant REP. Et pourtant fait partie du début de la recherche. Mais il parle d'énonciation là, et pas d'existence. Deuxième chose que je me suis demandé, c'est qu'effectivement, Bruno parle rarement de Darwin, seul dans Cogitamus. Il parle longuement de Darwin dans Cogitamus. Et il en parle bien, c'est tout à fait intéressant. Mais cette méfiance par rapport au vivant, il va le garder jusqu'au bout. Quand il écrit son mémo sur la nouvelle place écologique, dans des versions précédentes qu'il m'avait envoyées au l'éditeur, je lui ai dit, mais il n'y a rien sur les vivants dans ton mémo. Oh, il m'a dit d'accord. Il dit, je vais rajouter. Il a rajouté un petit notule, c'est fait par petit paragraphe, dans lequel il cite Donna Haraway, celle qui a. Elle qui nous a donné le vivant. Il nous a donné le vivant. Mais il va maintenir cette méfiance quand même jusqu'au bout, malgré effectivement ce que vous avez eu dans le truc.
Mais les levures, tout de même, il veut bien. Alors oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que je suis toujours aussi interrogé sur le caractère de cet article qu'il avait fait sur le Boa Vista. Est-ce que la forêt avance ou est-ce que la forêt recule à Boa Vista? Il fait partie d'une équipe de spécialistes de la Terre. C'est ça, est-ce que la forêt avance ou est-ce qu'elle recule? Et il faisait partie de cette équipe. Et j'avais été frappé par le fait, à l'époque, qu'il pour lui a toujours été un exemple de ce que sont les REF, les modes de référence de transport, depuis la terre jusqu'au bout de terre, mis dans des tiroirs, jusqu'aux successions, jusqu'aux graphiques finaux, qui fait qu'on peut rien trancher. On ne peut toujours pas savoir à la fin si elle recule ou si elle avance. Il faut faire appel à d'autres spécialistes qui vont venir le coup d'après. Je ne peux toujours pas trancher la question. Enfin, ils se rendent compte qu'il manque les vers de terre, c'est des vivants, mais peut-être aussi les indigènes qui en savent des choses, savoir mieux. C'est-à-dire que ce qui est surprenant, c'est que cette équipe s'installe au milieu de paysans, là depuis des générations, et jamais l'idée se pose d'aller les interroger, eux, pour savoir si eux ils savent, si la forêt avance ou recule, eux ils savaient, jamais l'idée dans cet article de leur vient. C'est quand même assez stupéfiant. Si je peux réagir à plusieurs éléments, je crois que c'est très important le point sur le vivant, parce qu'en fait, effectivement, il y a une méfiance qui explique peut-être la place que ça va occuper dans l'enquête. Sur Darwin, c'est surprenant, parce que c'est un Darwin presque sans vivant qui intéresse Latour. Très tôt, tout le temps. Moi, chaque fois qu'il découvre un penseur, Tarde, il dit Tarde, c'est extraordinaire, c'est Darwin. James, c'est extraordinaire, c'est Darwin. Mais c'est un Darwin sans vivant. C'est-à-dire, c'est un Darwin dont ce qui l'intéresse, c'est les contingences, les séries, les rapports. Donc c'est un étrange Darwin, mais Darwin, le nombre de fois où il disait il faut absolument écrire, il faut montrer que les pragmatistes, ce sont des darwiniens, il faut montrer que Tarde, c'est un darwinien, enfin un darwiniste pour les opposer à une doxa darwinienne. Et ça, il le répète, mais ce qui l'intéresse, c'est ce rapport-là. Sur les êtres de Rep, il apparaît dans un article, d'ailleurs traduit par... ça me fait beaucoup rire que David Chamard, ici, est quand même le traducteur en français d'un article de Bruno. Donc je trouve que c'est quand même amusant. Qui avait imaginé traduire un penseur français en français? Bon, il l'a fait, et c'est sur les séries. Et les séries d'un musée, qu'est-ce qui fait l'histoire naturelle, et la série des vivants, qu'est-ce qui fait. Et c'est le premier texte, à mon sens, où vraiment la question d'une articulation de mode rep et ref est établie, et on n'avait pas du tout vu ça à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il découvre Whitehead, la question des régimes d'énonciation se transforme en des régimes d'existence et des régimes ontologiques. Mais il fallait avoir découvert Whitehead, enfin, avoir lu des travaux sur Whitehead. David, vous voulez parler? Ouais. Non, franchement, c'est super intéressant, enfin, c'est vraiment très... Mais juste hier soir, j'étais en train de lire l'intervention de Bruno Adakan. Oui. Et il dit il y a quelque chose qui va dans l'ordre de la méfiance vis-à-vis d'un vivant qui se généraliserait et qui transformerait Gaïa, non pas en une énigme, mais en un être unifié, forçant alors tout le monde à se retrouver derrière cette affaire-là. Et il dit quelque chose qui m'a semblé, je ne sais pas, je vous le soumets parce que j'en reste un peu de point. À la notion de vivant, avec la notion de vivant, dit-il, risque en effet de revenir le biologisme qui prétend unifier tous les organismes selon une définition de la vie qui réactive très exactement l'idéal de la raison universelle que l'on croyait avoir dépassé. Or, il n'y a rien de moins unifiable que la notion de vie. Ça, vous l'avez même changé. Les puissances d'agir que Natacha Martin capte chez les élèves de Sibérie ne rentreraient pas intactes dans un laboratoire de l'Institut Pasteur. Mais, c'est la suite, c'est là que les choses deviennent intéressantes quand Sébastien Dutray, un étudiant de sciences de la Terre, étend la notion de vie avec majuscule aux éléments qui semblent appartenir au monde des physiques, les minéraux, le cycle de l'eau, les montagnes sédimentaires ou la composition de l'atmosphère. Un lecteur habitué à la biologie standard est exactement aussi dépaysé quand un lecteur
habitué à la biologie standard, est exactement aussi dépaysé qu'en Sibérie. Là aussi, comme toujours, c'est seulement quand les deux ethnographies interne et externe se rejoignent symétriquement que l'on peut commencer à politiser une question, en l'occurrence celle des vivants, devenue l'obsession de l'époque. Donc, l'impression qu'il y a aussi une méfiance sur ce que pourrait donner une sorte de, je ne sais pas, de biologie, de vitalisme généralisé, ou quelque chose comme ça. Bruno détestait le holisme et l'organicisme, enfin, parce que la réponse, c'est l'ordre du vivant, elle vide le problème. Tout à fait. Mais là, il remet les êtres de la physique. Oui, puis je crois que ce qu'il pouvait rejeter dans c'est le principe explicatif qu'on trouve dans toute une série de philosophies du vivant qui devient très normé. Le vivant explique. Et ce qu'on devrait d'ailleurs amplifier, c'est le vivant, demande à des inquiétudes, c'est-à-dire de l'indétermination sur les choses. Donc ça n'explique pas, ça engage d'une certaine manière. C'est un tout autre rapport. Et je crois que dans les visions d'un vivant auquel il s'opposait là, il y a un principe à la fois critique d'autre chose et explicatif par lui-même, en fait, qui ne demande pas d'autre explication que le fait d'avoir été posé et de suivre la logique qu'il déploie. Donc. Et une mobilisation alors pour un Gaïa qui serait le vivant de tous les vivants, faisant taire toute une série d'autres questions. Merci. Catherine? Mais moi, c'est plus une remarque qu'une question. Mais ce qui m'a frappé, c'est en effet qu'avec la proposition que vous faites, il y a d'une certaine manière le mode maître, il gagne aussi. Oui. Pour le dire autrement, il a quand même une tendance, malgré le fait de ce que veut, je pense, Latour, de rester assez psychologique dans l'enquête. Tout à fait, exactement. Et comme Latour était obsédé avec des épistémologies d'un côté et des psychologies quand même de l'autre, ce qui dit que Nathan fait, et Nathan a quand même une place dans le maître, mais a aussi une grande place dans le maître pour l'instant les infrastructures de la psychologie, c'est-à-dire la psychothérapie, etc. Donc ça tourne quand même autour de la question psy. Oui. Et je trouve que de renourrir d'une certaine manière, parce que c'est quand même ça aussi la question de mais comment donner la bonne place au mode d'existence. Il y a quand même cette drôle de phrase dans l'enquête qui dit « Désolé, la res extensa est déjà remplie, il faut que vous allez loger ailleurs ». Et je trouve que mais ce qui est intéressant là-dedans aussi est que Maître devient beaucoup plus équilibré, d'une certaine manière aussi, en suivant la proposition que vous avez faite. C'est très intéressant de voir la différence que ça fait de ce point de vue-là, si on dit au fond métamorphose et transformation. Donc on dédramatise un peu la métamorphose avec ces dimensions un peu dramatisantes. En tout cas, c'est très juste qu'en redonnant une autre dimension à un rêve, on peut repeupler Maître très différemment. Et que Latour a été, à mon avis, très mal pris par rapport à Maître, parce que Maître est un mode, enfin, je m'engage un petit peu, mais je trouve le parmi assez décevant par rapport aux promesses qui sont faites, en fait. Et il a été mal fait parce que je crois qu'en fait, comme dans chaque mode, il faisait état de livres antérieurs et de terrains antérieurs. Metz, c'était le terrain de Tobin-Nathan, de l'ethnopsychiatrie. Mais en même temps, comme c'était un terrain qui portait sur les autres, ça ne rentrait pas dans le cadre de l'anthropologie des modernes. Et donc il fallait presque le moderniser en quelque sorte. Et donc tu le déforces de ce qu'il est. Et il a été mal pris là-dessus, et en même temps, on se dit, mais s'il l'avait laissé au mode Tobin-Nathan, on aurait eu d'autres objections. On aurait dit, mais où va cette enquête? Mais il y a ce rapport-là. Mais une des choses qui m'a le plus surpris, c'est que quand il parle des attachements passionnés, il ne remonte pas à Maître. Alors que... Excuse-moi Isabelle, ça me perturbe que tu ranges tes affaires comme parce si que tu voulais partir. Oui, on doit partir. Ah, d'accord. D'accord. Tu veux une dernière, Isabelle? Une dernière question, il y avait une question. Oui, allez. Courte. Okay, so I do it in English, so it's stupid. So I must admit, Didier, I'm a little bit shocked. You are often shocked. No, but I feel like you kind of reified
gratified the rock, the aspect by calling linear de force aspect of rep, calling it. No, that's basically the beings of ref. No, like he says it many times, like the way rep exists, there's always a chasm between that and how we make referential change. Yes, that's for sure. Yes, Yes. Of course, that is but what he then- said. But I like the gesture of we've talked about this a lot. Like we need to requalify how the rep beings remain in existence. They are obviously different, but just saying that the linear fox is actually ref, I can't agree with that. Nobody said that. Maybe my French is Nobody even worse said than I that. thought. Oui, what was said is, les lignes de force sont un cas privilégié du point de vue de ref. Yes. Oui, là ça marche et l'inquiétude peut s'apaiser. On a réussi une fois pour toutes. Enfin. Bon, eh ben merci. Merci. beaucoup.